Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, en Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Bazogo a été investi ce vendredi. Ses premiers mots ont été prononcés à l'endroit du peuple équato-guinéen à qui il a dévoilé sa feuille de route pour les 7 prochaines années. Célébration de la fête nationale camerounaise ce vendredi. Comme chaque année, l'édition 2016 a été marquée par la tenue d'un défilé militaire et civil présidé par le chef de l'État, Paul Biya. Nous reviendrons sur les festivités de ce 20 mai dans ce journal. Et puis, en République démocratique du Congo, la société civile de Beni dit non aux massacres qui sévissent dans la région. Selon leur décompte, ces violences ont coûté la vie à plus de 1000 personnes en 1 an et demi. Elle réclame au président Joseph Kabila des enquêtes sur la situation. Réélu en avril avec un score de 93,7% au terme de l'élection présidentielle du 24 avril, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Bazogo, a donc prêté serment ce vendredi lors d'une cérémonie d'investiture qui s'est tenue au Palais des Congrès et des Conférences internationales de Sipopo. Le chef de l'État a à cette occasion rappelé ses futures priorités. Un reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. La main sur la Bible, Teodoro Obiang Bazogo a prêté serment devant les membres de la Cour constitutionnelle en présence de plusieurs chefs d'État. Cette cérémonie solennelle le consacre à la tête de la Guinée équatoriale pour les 7 prochaines années. À l'entame de ses mandats, le président de la République s'est engagé à œuvrer pour le développement et le bien-être de ses concitoyens. Si j'ai été élu avec ce score par l'électorat équato-guinéen, c'est pour défendre mon peuple. Je ne serai pas le président d'un district, d'une région ou d'un groupe ethnique. Mon devoir sera de défendre les intérêts de la Guinée équatoriale, protéger l'intégrité territoriale, l'unité nationale et le bien-être de tous les citoyens. Le président récemment élu est revenu sur son bilan. Selon lui, il a accompli près de 70% de son programme. Dans un contexte de crise économique due à la chute des prix du pétrole, il aura comme défi lors du prochain septennat l'accomplissement du plan de modernisation du pays horizon 2020, l'éducation, la lutte contre la corruption, la moralisation de la vie publique et la diversification de l'économie. Il nous incombe aujourd'hui d'œuvrer ardemment pour la diversification de l'économie en mettant l'accent sur le développement de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, des ressources forestières, de l'industrialisation de la production nationale. La formation des ressources humaines, le développement et la promotion du tourisme seront également nos priorités. Le président Teodoro Obiang Bazogo, dans son discours, a affiché sa posture de rassembleur et annoncé le maintien du dialogue politique et la concertation avec toutes les forces politiques du pays. Pour rappel, Teodoro Obiang Bazogo a été réélu avec 93,7% des suffrages. Jour de fête nationale au Cameroun. Ce vendredi 20 mai, le pays a célébré les 44 ans de l'unité nationale. Cette année, les festivités ont été placées sous le thème « Force de défense, ensemble pour la lutte contre le terrorisme et la préservation de l'intégrité territoriale ». Des domaines qui cristallisent l'actualité camerounaise. Écoutons à ce propos les précisions de notre envoyé spécial au Cameroun, Paul de Singwe, qui est en compagnie du colonel Didier Badjek, chef de la division de la communication au ministère de la Défense. Je suis avec le colonel Didier Badjek. Mon colonel, nous venons d'assister à un défilé militaire dans le cadre de cette 44e édition de la fête de l'unité nationale ici au Cameroun. Quelle a été la particularité de ce défilé cette année? Je vais dire comme ça de manière globale que pendant ce défilé, la guerre ne s'est pas arrêtée et qu'au même moment où nous avons cette pression à l'extrême nord et sur tous les autres points chrysogènes de notre territoire, nous avons pu faire ce défilé et de manière qui nous semble être impeccable. Il nous avait été réparti 1h15, nous avons respecté ce délai et nous avons présenté quand même des forces qui restaient dans un génotype de polymorphie et qui montre que nous avons des capacités plurielles et qui s'adaptent aujourd'hui au paradigme de la menace. Mon colonel, quelle est la situation sur le terrain? Est-ce que cette menace est contenue? Est-ce qu'elle est moindre aujourd'hui? Quelle est la situation sur le terrain dans cette lutte des forces armées camerounaises contre la secte islamiste Boko Haram? Nous avons fait des entrées dans ce territoire récemment dans le cadre des opérations Haro et nous avons pu démanteler des réseaux de Boko Haram. Et depuis qu'on l'a fait,
vous n'avez plus entendu parler, ou alors du moins de manière très très éparse, de ces attentats kamikazes. Ça veut dire que nous avons touché le Boko Haram au niveau de son centre de gravité. On rappelle que cette fête du 20 mai au Cameroun marque l'unité nationale du Cameroun, une unité acquise lors du référendum de 1972 où les deux Camerouns ont choisi de vivre ensemble. Au Nigeria, une nouvelle lycéenne de Chibok, kidnappée par Boko Haram il y a 2 ans, a été libérée jeudi lors d'une opération de l'armée nigériane et des miliciens dans l'état de Borno. Les familles et les responsables d'associations de Chibok affirment néanmoins que Serah Louka ne figure nulle part sur leur liste. Cette confusion intervient quelques heures après la rencontre entre le président Muhammadu Buhari et Amina Ali, la première lycéenne de Chibok retrouvée mardi. Écoutons à ce propos le président nigérian Muhammadu Buhari. L'éducation d'Amina va devenir l'une des priorités de notre gouvernement. Son éducation a été interrompue brusquement. Elle doit retourner à l'école. En République démocratique du Congo, les violences qui sévissent à Béni inquiètent la population. Depuis ce mercredi, la société civile de cette région a décrété 3 journées ville morte. Elle dénonce notamment les massacres et kidnappings qui perdurent depuis 2014 et ce, en dépit de la présence des casques bleus et des soldats congolais sur le terrain. On fait le point tout de suite avec Corinne Kandem. Les violences se poursuivent au nord Kivu. Une série de massacres touche en effet la région de Béni depuis l'automne 2014. La zone est aujourd'hui le théâtre d'attaques d'une rare violence. La coordination des sociétés civiles des territoires de Béni, Butembo et Lubero a adressé une lettre ouverte au président Joseph Kabila le 14 mai 2016, demandant des enquêtes sur les récents massacres et une évaluation des opérations de lutte contre les groupes armés menées dans la région. Malgré les promesses fermes, les massacres continuent. C'est la raison principale pour laquelle nous avons envoyé la lettre ouverte au président de la République. Depuis le 2 octobre 2014 jusqu'à ce jour, nous comptabilisons les morts tués sauvagement. Nous arrivons jusqu'à 1116 personnes dans les 2 territoires de Béni et Lubero. Ces violences ne sont pas revendiquées. Toutefois, les autorités de Kinshasa accusent l'un des groupes armés qui opèrent dans la région, le mouvement ougandais des forces démocratiques alliées, ADF. Des groupes armés étrangers et des milices locales occupent plusieurs localités en dépit de la présence de l'armée congolaise, appuyée par la Brigade internationale d'intervention de la MONUSCO. La situation, elle est vraiment catastrophique et aujourd'hui, au-delà du président Kabila, c'est à l'Union africaine que l'on demande d'agir. C'est au Sénégal qui aujourd'hui assume le poste au Conseil de sécurité pour l'Afrique de jouer donc de l'expertise de sa diplomatie pour faire bouger donc le Conseil de sécurité. C'est le procureur de la CPI, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Ce sont ces grandes instances-là qui aujourd'hui doivent enclencher donc des enquêtes, faire un travail très sérieux pour déterminer les acteurs et les responsabilités autour de ce massacre qui est inadmissible en terre africaine. Alors que le 14 mai, l'armée congolaise et la MONUSCO lançaient conjointement l'opération Usalama pour neutraliser les auteurs de ces violences, la société civile à Béni a décrété 3 journées ville morte à partir du 18 mai et déclaré vendredi 20 mai journée ville morte au sud Kivu. Ajoutons également l'arrestation de 3 activistes ce vendredi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bienvenue Matumo, Héritier Kapinetene et Victor Tessongo ont été condamnés à 12 mois de prison. Ils étaient poursuivis pour propagation, je cite, de faux bruits et incitation à la désobéissance civile. Leurs avocats devraient se pourvoir en appel dans les prochains jours. C'est une première en Égypte. 7 jeunes femmes unies par la passion automobile et dotées d'un sens aigu de la compétition sont lancées en équipe dans le monde très masculin du rallye. Yara Chalabi, la pionnière dans le domaine, encourage la gente féminine à rejoindre les rangs des pilotes et copilotes de rallye. Portrait de cette jeune femme dont l'ambition est aussi de bousculer bien des préjugés avec Alioune Guindo. Les femmes investissent le monde du rallye en Égypte. Depuis peu, le désert égyptien connaît une nouvelle sorte de coureur. La première femme coureuse de rallye s'appelle Yara Chalabi. Après plusieurs échecs, elle a su se faire une place sur la scène internationale. Elle a notamment concouru lors du challenge du désert El Remal à l'ouest égyptien, mais aussi au Qatar et aux Émirats arabes unis. Elle a même remporté le rallye international des pharaons d'Égypte en 2014.
J'ai participé à ma première course sans être du tout prête. Je ne l'ai découvert que 2 mois avant qu'elle ne se tienne. Je n'ai pas eu le temps de m'entraîner assez et nous avons échoué. Tout le monde m'a dit que j'étais une fille et que je ne pouvais pas faire cette course et notre échec dans le désert a rejoui plus d'un. Mais la seconde fois, avec mon copilote, nous nous sommes beaucoup entraînés. Heureusement, nous avons fini 2e, ce qui est un excellent résultat. Yara Chalabi est un exemple pour d'autres Égyptiennes. Elle a même créé avec quelques amis la première équipe féminine de rallye du Moyen-Orient, les Gazelles. L'équipe compte 7 coureuses et est sponsorisée pour ses activités de 2016. De même, une compétition exclusivement féminine a été créée en 2012. Il s'agit du Trophée Rose des Andes. J'aimais l'environnement désertique depuis toute petite. J'avais pour habitude de faire des safaris et de camper tout le temps avec mes parents. Plus tard, j'ai pu m'acheter un 4x4 pour m'entraîner dans le désert. Presque tous les week-ends, j'essayais d'explorer de nouveaux terrains avec mes amis. Il y avait toujours un nouvel espace à explorer et de nouvelles choses à apprendre. L'Égypte, avec son climat sec et aride, laisse beaucoup d'espace à la conduite hors circuit. C'est ce dont profite une vague d'Égyptiennes qui veulent donner une nouvelle image à ce qui était avant 2009, une des principales étapes du rallye Dakar, né en 1978. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.